Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ce 23 février, à 11h du soir, dans un domaine de Touraine, le jeune Arthur Barry, 17 ans, est réveillé en sursaut par son père. Hagard, les yeux hors de la tête, M. Barry a 2 fusils dans les bras. Il secoue son fils. « Vite, Arthur, descends, prends ce fusil !» Et vers lui, titubant de sommeil, le jeune garçon suit son père jusqu'au rez-de-chaussée de la grande maison. Dans le salon, une fenêtre ouvre sur le parc. « Tu restes là, dit M. Barry. Si tu vois quelqu'un se sauver par la fenêtre de la chambre de ta mère, tu tires à vue. » Quelques instants plus tard, il y a de grands coups frappés à une porte, des cris, le bruit terrible de la porte qui s'effondre, 2 coups de fusil, une poursuite effrénée et soudain, dans le lointain, un 3e coup de feu. Le domaine de la Houssée est plongé dans le drame. Dans la chambre du rez-de-chaussée, un homme, ses 2 petites filles et ses 2 garçons pleurent. « Tâchez de vous souvenir, Arthur, demanda un policier. C'est au moment où vous avez entendu enfoncer la porte que vous avez vu l'homme sauter par la fenêtre. Oh, je ne sais plus, tout s'est passé si vite. Vous avez eu le temps de le reconnaître? Oui, c'était M. Garot. Le premier coup lui est passé au-dessus de la tête. Il courait, alors j'ai tiré une 2e fois, mais je l'ai encore raté. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, j'ai entendu crier dans la chambre de ma mère, et puis une course dans la maison, dans le jardin, et puis enfin un coup de feu. Et où était votre père pendant ce temps? Il est arrivé du jardin, tout essoufflé. Le bruit avait réveillé mon frère et les petites. Ils étaient descendus en pyjama. Papa nous a pris dans ses bras en pleurant. Il nous a dit « Venez, mes enfants, venez prier pour votre mère. » Alors nous avons tous pleuré et on s'est mis à prier. Monsieur Barry vient en effet de tuer sa femme. Le drame, pour affreux qu'il soit, ne surprend pas tellement dans le pays. Il y a bien des années que les commérages vont bon train sur le ménage Barry. Pratiquement depuis leur mariage, il y a 19 ans. Elle était merveilleusement belle, cette jeune fille de 17 ans, et lui était le fils d'un riche fermier des environs de Tours. Elle avait la beauté, il avait l'argent, elle était coquette, il était maladivement jaloux, et chacun avait ses partisans. « Pauvre Barry », disaient les uns. « Il devient la risée de tout le pays, avec une femme qui ne pense qu'à faire la roue. »« Pauvre femme », disaient les autres, moins nombreux, il faut le dire. Pas étonnant qu'elle cherche à se distraire avec un mari qui la tient en laisse de cette façon. Il se voit des rivaux partout, il la soupçonne sans arrêt. Tenez, l'autre jour, il a forcé la porte d'un jeune Tourangeau fort honorablement connu, lui réclamant sa femme et menaçant de le tuer. Tout le pays en a parlé. On en aurait assez à moins. Mais la société est ainsi faite, n'est-ce pas, chers amis, qu'un mari présumé cocu est toujours plus à plaindre et suscite davantage la sympathie qu'une femme trompée. À l'ère de la femme émancipée, les réactions n'ont guère évolué sur ce point. « Monsieur Barry, qu'est-ce qui vous a donné à penser qu'il y avait un homme dans la chambre de votre femme? » J'avais passé la soirée dans la chambre de ma femme avec mes enfants, et puis, à 9h, tout le monde est allé se coucher. Vous faisiez chambre à part avec votre femme? Oui, depuis quelques années, nous avions des scènes de plus en plus fréquentes. Très bien, continuez. Vers 10h, j'ai entendu un son de trompe. J'ai cru que c'était un incendie. C'est le signal habituel du feu. J'ai ouvert ma fenêtre, je n'ai rien vu. Mais la lumière était allumée chez ma femme. J'ai trouvé ça curieux. Je suis descendu écouter à la porte, j'ai entendu 2 voix. Alors, je suis allé chercher les fusils et j'ai réveillé mon fils. Vous saviez que c'était M. Garot? Non. C'était un ami à vous? Nous nous étions connus très jeunes au petit séminaire et nous sommes restés très liés. Sa femme venait chez la mienne chez lui. Et depuis quelque temps, surtout depuis que Garot est devenu greffier du Conseil des prud'hommes, on les voyait tout le temps ensemble, ma femme et lui. Ils échangeaient souvent des signes de connivence. Un jour d'ailleurs, j'ai rencontré Garot dans les rues de Tours, je lui ai dit « Vous êtes un misérable gredin, vous aurez affaire à moi ». Il m'a donné plusieurs coups avec sa canne, j'ai tiré mon canif et je l'ai poursuivi. Quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a injurié.
Vous aviez des raisons de penser que M. Garot était l'amant de votre femme? Écoutez, j'avais chargé un voisin, un cordonnier, de les épier. Mais il ne m'a rien dit. Je savais seulement qu'il venait chez moi en mon absence, déguisé. J'étais sûr de rien d'autre. Les enfants l'ont déjà rencontré? Arthur intervient. Oh, c'est vrai qu'il était toujours sur notre chemin, M. Garot. On n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il venait à la maison déguisé, avec des lunettes, une barbe, une blouse, et puis il portait des pistolets. Ma mère m'interdisait d'en parler. Elle disait, si tu le dis à ton père et que Garot l'apprenne, il serait capable de me tuer et de se tuer après, alors que je n'ai rien à me reprocher. Assez difficile, quelques heures à peine après un drame pareil, d'interroger un homme prostré qui, plus ou moins avec la complicité de son fils, vient de tuer sa femme d'un coup de fusil. Difficile aussi de demander à des enfants qui pleurent leur mère s'ils étaient ou non au courant d'une aventure éventuelle. Voyez-vous, les nouvelles vont vite, surtout en province. L'expression « la rumeur publique » dit bien ce qu'elle veut dire. Quand le lendemain, M. Garot se rend à la convocation de la police, il est très bouleversé par la mort de Mme Barry. Ils étaient très liés, oui, c'est vrai, d'abord de famille à famille. Et puis, à la suite d'une lettre anonyme reçue par M. Barry, il y a eu rupture. Ma femme et moi, nous ne comprenions pas. Barry ne nous avait donné aucune explication. C'est sa femme qui m'a mis au courant de cette lettre. Elle avait grande confiance en moi, elle avait besoin d'un conseiller, d'un ami. Elle me faisait souvent venir pour me consulter. Son mari avait compromis sa fortune par de mauvaises spéculations. Elle se faisait beaucoup de soucis. Mais quelle était la nature exacte de vos relations avec Mme Barry, M. Garot? Je viens de vous le dire, monsieur l'inspecteur. J'étais son ami. Un ami qu'elle recevait dans sa chambre, porte fermée à clé, comme hier soir, n'est-ce pas? Monsieur l'inspecteur, je ne suis pas allé à la Houssée hier soir. Le policier est stupéfait. L'identité de l'homme qui s'était enfui cette nuit par la fenêtre ne paraissait pourtant faire de doute pour personne. Mais enfin, le jeune Barry vous a reconnu quand vous avez pris la fuite. Mais Arthur s'est forcément trompé. Je n'ai pas bougé de chez moi. Ma femme pourra vous le confirmer. Si M. Garot était en proie à une grande émotion quand il est arrivé, son assurance est maintenant totale et quelque peu déconcertante. Alors pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous vous déguisiez quand vous alliez rendre visite à Mme Barry? Oh, je me suis déguisé 2 ou 3 fois, c'est vrai, à cause des domestiques. Mme Barry m'avait dit « Déguisez-vous, je suis surveillé ». Alors il m'est arrivé en effet d'aller à la Houssée avec une blouse bleue et des lunettes. Barry faisait espionner sa femme par tous ses domestiques. Elle était traquée, malheureuse, et je voulais l'aider. J'ai essayé de l'aider. C'est tout ce que j'ai à dire. Toute cette histoire est navrante. Quand le procès s'ouvre en juin de la même année devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, la question posée reste celle-ci. S'il est interdit par la loi de se faire justice soi-même, peut-on au moins considérer que M. Barry, assassin de sa femme, a agi en état de légitime défense? Si effectivement Mme Barry recevait cette nuit-là un homme dans sa chambre, toute porte close, et que cet homme était armé de pistolet, la légitime défense est plaidable. Eh bien, le temps que les 2 accusés, le père et le fils, prennent place dans le box qui leur est réservé, au procès Barry, les témoins se succèdent à la barre. Le jardinier du domaine, d'abord. Oh, il l'a souvent vu rentrer de mauvaise humeur, son maître. Et tout le monde savait bien pourquoi. C'est que M. Garot suivait toujours sa femme. Il venait 2 ou 3 fois par semaine à la Houssée, et toujours en l'absence de M. Barry. Vous étiez dans la maison quand le drame a eu lieu? Ah non, monsieur le président, à minuit, un jardinier est chez lui. Mais quand on est venu m'apprendre la nouvelle, j'ai tout de suite pensé que monsieur avait trouvé M. Garot dans la chambre de sa femme. Je suis parti pour la Houssée, bien sûr. Les autres serviteurs étaient déjà là. M. Barry m'a dit « Je suis un homme perdu. » Il nous serrait la main comme à des amis. Vous avez quelque chose à ajouter qui pourrait aider l'enquête? Oh non, monsieur le président. Oh, simplement, tout le monde savait dans le pays que ce pauvre monsieur était... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Un cultivateur voisin succède au jardinier. Il est formel.
il a aperçu ce 23 février à 9 h du soir, rôdant dans les environs de la Houssée, un individu qui portait une barbiche blonde. Quand il a été confronté avec M. Garot dans le bureau du juge d'instruction, il n'a pas hésité. C'était bien lui, le même homme, avec un postiche en plus. Et c'est le tour des femmes de la région. Oh, visiblement, aucune d'elles ne portait une grande estime à la châtelaine trop jeune, trop belle, trop riche, trop coquette. J'ai souvent vu passer M. Garot du temps où les Barry habitaient encore à Tours, dit l'une. Il sifflait sous la fenêtre de Mme Barry pour qu'elle vienne lui parler. Bien souvent, je lui ai jeté de la terre à la tête pour l'envoyer rôder plus loin. Le président du tribunal s'étonne. Enfin, ce n'est pas l'attitude de gens qui se cachent. Oh, qui se cache, qui se cache. Tout le monde était au courant. Dans le box des accusés, le père et le fils baissent la tête. Avant qu'ils achètent la Houssée, j'ai habité 10 ans la même rue que les Barry à Tours, vient dire une autre femme. Madame Barry et M. Garot étaient si intimes qu'un jour, j'ai demandé à une voisine « Quel est donc le mari de Madame Barry ?» Elle m'a répondu « C'est celui-ci, l'autre, c'est son amant. » Plus tard, ils ont eu chez eux une domestique qui est restée peu de temps. Elle me disait « Je ne vais pas faire de vieux os dans cette maison. Dès que M. Barry s'en va, M. Garot arrive. Je passe mon temps à refaire le lit. » Qu'est devenue cette domestique? Oh, je ne sais pas. Il y a longtemps qu'elle est partie. Sur le banc des témoins, M. Garot, greffier du Conseil des prud'hommes, est impassible de temps en temps, un haussement d'épaule agacé, et c'est tout. À ses côtés, sa femme très pâle ne laisse rien paraître des pensées qui l'agitent. Toutes les dépositions se terminent par la même phrase. C'était forcément lui. Tout le monde était au courant. On sous-estime toujours la puissance de la rumeur publique. Oh, personne n'avait jamais vu, mais tout le monde savait. « Monsieur Barry, demande le président, aviez-vous reconnu la voix de Monsieur Garot en écoutant à la porte de votre femme? » Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas cherché à savoir qui c'était. J'étais fou de douleur. Arthur Barry, êtes-vous toujours aussi formel? La silhouette que vous avez vue sauter par la fenêtre dans la nuit, sur laquelle vous avez tiré, c'était bien, Monsieur Garot? Je crois bien, Monsieur le Président. Qui cela aurait-il pu être? C'est le moment des plaidoiries. Celle du procureur, d'abord. Cette femme, messieurs les jurés, cette très jeune femme, attendait tout du mariage. Elle avait 17 ans, il en avait 21. Or, dès le lendemain du mariage, de fiancé attentif et amoureux, il est devenu mari possessif, jaloux, soupçonneux, défiant. Oui, messieurs, défiant. Alors que cette jeune femme, épousée pour sa grâce, son charme, sa beauté, n'a qu'une seule pensée, plaire à son mari, l'aimer, se donner à lui. Il lui impose brutalement sa volonté. De son propre aveu, il lui est même arrivé de la frapper. Barry a été l'artisan de sa propre infortune. Madame Barry, atteinte dans son amour-propre, n'ayant rien à se reprocher, s'est trouvée placée par la volonté de son mari devant la tentation de céder au premier intrigant venu. Cet intrigant, c'était peut-être Garot. Pourquoi Barry n'a-t-il pas réagi plus tôt, alors qu'il connaissait les fréquentes visites de son ami de séminaire? A-t-on le droit de se faire justice soi-même? Oh, je reconnais bien tout ce que cette situation a d'anormal. Une femme jusqu'alors chaste et fidèle tombe peut-être dans les bras d'un misérable. Le mari tue sa femme. Et l'amant, lui, qui s'est enfui et qui a échappé à la mort, va sortir d'ici à l'abri de toute poursuite. C'est injuste, certes, mais la loi n'est pas parfaite, nous le savons. Nous appartient-il d'aggraver ces imperfections? Pour terminer, messieurs, il me faut porter à votre connaissance la déposition de M. Jean Motte, cordonnier. Chargé par M. Barry de surveiller sa femme, vous le savez, il a acquis, lui, toutes les certitudes recherchées. Il a d'abord hésité à en faire part à M. Barry. Et puis il s'y est décidé, scandalisé par l'audace de Garot. La certitude de son déshonneur, Barry l'avait depuis bien longtemps, par les rapports précis du cordonnier, par les avertissements charitables des voisins, par sa petite fille,
emmené un jour par Madame Barry dans un hôtel meublé, laissé derrière un paravent, et qui le soir raconta à son père qu'elle avait vu un monsieur avec un chapeau très haut, une grande barbe, et qui embrassait maman. Alors, messieurs, je prétends que Barry a tué sa femme avec préméditation, une longue préméditation. Il n'a pas agi comme il le prétend, sous le coup d'une émotion vive, à la perception soudaine de son malheur. Il a commis ce meurtre de sang-froid, après des années de réflexion. Un grand silence ému suit la plaidoirie du procureur. On sent qu'il vient de se passer quelque chose, sans trop bien savoir quoi. Dans le box des accusés, M. Barry est accablé. Mais son avocat, lui, est très souriant. Son adversaire vient de lui faire la moitié de sa plaidoirie. C'est le procureur qui, pour charger le meurtrier, a apporté les preuves de l'infidélité de la victime, ces preuves qui jusqu'ici manquaient. Si Barry est accablé, c'est davantage par la honte et le ridicule qui s'attache au mari complaisant que par le châtiment réclamé contre lui. Dès lors, son avocat s'attache à tourner en sa faveur les arguments du procureur. On ne peut certes accuser Barry, plaide-t-il, d'avoir fait de son mariage une spéculation. Il a épousé par amour une jeune fille sans dot, s'appliquant à satisfaire ses goûts de luxe, sa vanité sociale. Il a accueilli chez lui, bras ouverts, un ancien compagnon de collège dont il pensait que la femme serait une compagnie pour la sienne. Comment l'en a-t-elle récompensé? En le ridiculisant au point justement de ne même pas chercher à cacher sa liaison, de l'étaler avec impudence devant tout le pays. Si vous le voyez effondré devant vous, messieurs, c'est parce qu'à la révélation de l'infamie de sa femme, il vient aussi de voir s'effondrer sa respectabilité. Oui, il la connaissait, son infortune. Monsieur le procureur vient de vous la dire. Et pendant des années, il a essayé de sauver son bonheur comme un noyé, d'éviter le scandale. Va-t-on lui faire grief de cela? Va-t-on lui faire grief de ces années de combat désespérés au terme desquels il a succombé? Va-t-on lui reprocher enfin d'avoir été soulevé de colère, de douleur, d'indignation, en surprenant sous son toit un homme dans la chambre de sa femme, la mère de ses enfants? Allons, messieurs, un peu de respect pour la dignité humaine. Êtes-vous en présence d'un assassin ou d'un malheureux? Et cet enfant, réveillé en sursaut et tirant à moitié endormi, parce qu'on lui a ordonné de tirer sur le criminel qui passera dans le jardin. Dites-moi aussi s'il est un meurtrier. Non, messieurs, je vous demande l'acquittement. Si cet homme a commis une faute, il l'a déjà expié par 10 ans de souffrance, par des mois de détention préventive, par cette curiosité qui s'attache à son nom et qui le supplie. Rendez, s'il vous plaît, cet honnête homme à la société, ce père, à ses enfants. Ah, l'émotion est vive dans le prétoire. Le jury se retire pour délibérer. L'homme et l'enfant vont être acquittés. Personne n'aurait supporté de les condamner et de laisser l'impudent Garot sortir goguenard de la salle du tribunal. Ni les jurés, ni la cour, ni la rumeur publique. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.